Avant de commencer, mes amis, dites-moi d'où vous m'écoutez et quel temps il fait chez vous. Il existe, au cœur des plateaux granitiques de l'Ardèche, des lieux que le temps a oubliés, des villages où les horloges cessent de battre, où les voix s'éteignent avant d'atteindre l'oreille, où la neige garde l'empreinte de pas qui n'auraient jamais dû exister. Montselgues fut l'un de ces lieux. En 1933, 3 hommes y pénétrèrent pour résoudre un mystère. Ils n'en revinrent jamais. Ce qui suit est l'histoire que l'on tenta d'effacer, le récit que l'administration refusa d'archiver, le témoignage de ce qui se passa réellement dans ce hameau maudit, perché à 1020 mètres d'altitude, où le ciel lui-même semblait avoir renoncé à la lumière. La route qui menait à Montselgues n'était déjà plus une route au sens où l'entendirent les cartes de la République. C'était un ruban de pierre grise, étroit, serpentant entre des chaos de rochers granitiques, dont les formes évoquaient des silhouettes pétrifiées, des géants transformés en pierre par quelque malédiction ancestrale. En ce matin glacial de janvier 1933, le brigadier-chef Marcel Gauthier conduisait la Citroën B14 de la gendarmerie avec une prudence inhabituelle, les mains crispées sur le volant en bakélite. À ses côtés, le gendarme Lucien Moreau observait le paysage avec une inquiétude grandissante, ses yeux parcourant sans cesse l'horizon brumeux, comme s'il cherchait quelque chose qu'il redoutait de trouver. À l'arrière, le jeune gendarme auxiliaire Antoine Ferrand, tout juste 22 ans, serrait contre lui le dossier contenant les rapports de disparition qui les avaient amenés jusqu'ici, ses doigts laissant des traces humides sur le carton usé. Le ciel pesait bas sur les plateaux cévenols, d'un gris uniforme et oppressant qui ne laissait deviner ni l'heure ni la saison, comme si le jour lui-même hésitait à se lever complètement. Une brume épaisse, presque solide, stagnait entre les blocs de granit, s'accrochant aux rochers comme une chose vivante. La brume montait du sol en volute lente, comme si la terre elle-même exhalait un souffle froid et humide, chargé d'odeurs de mousse, de pierres mouillées et de quelque chose d'autre, quelque chose d'indéfinissable qui mettait les nerfs à vif. Les arbres, rares à cette altitude inhospitalière, tordaient leurs branches noires vers un horizon invisible, déformé par les vents d'hiver qui balayaient ces hauteurs depuis des siècles. Aucun oiseau ne chantait dans ce silence minéral. Aucun vent ne soufflait en ce moment précis. Le silence était si dense, si compact, qu'il semblait avoir une texture presque palpable, une présence physique qui emplissait l'habitacle de la voiture et comprimait les poitrines comme une main invisible serrant lentement, inexorablement. Marcel Gauthier avait 47 ans et un visage marqué par les épreuves. Il avait servi durant la Grande Guerre, passé 3 années dans l'enfer des tranchées de Verdun, vu des choses qu'un homme ne devrait jamais voir, respirer les gaz qui brûlaient les poumons, marcher entre les corps de ses camarades. Il pensait avoir épuisé sa capacité à ressentir la peur, avoir laissé cette faiblesse quelque part dans la boue de la Meuse. Il se trompait. Depuis qu'ils avaient quitté les vannes ce matin-là avant l'aube, une sensation désagréable lui nouait l'estomac, une tension sourde qui ne le quittait pas. Ce n'était pas seulement l'altitude qui rendait sa respiration légèrement plus difficile, ou l'isolement du lieu qui les coupait du monde civilisé. C'était autre chose. Une impression diffuse, presque primitive, que quelque chose n'allait pas fondamentalement, que la nature elle-même retenait son souffle dans l'attente d'un événement qui ne devrait pas se produire. Les disparitions avaient commencé en octobre, quand les premiers froids étaient descendus brutalement sur les Cévennes, plus tôt que d'habitude cette année-là. D'abord un colporteur nommé Georges Mercier, qui faisait la tournée des hameaux isolés depuis 30 ans. Un homme connu de tous, respecté, qui apportait nouvelles du monde extérieur et marchandises aux villages reculés coupés de tout pendant l'hiver. Sa charrette avait été retrouvée abandonnée à l'entrée de Montselgues, les marchandises intactes, soigneusement rangées sous leurs bâches cirées, comme si le propriétaire comptait revenir d'un instant à l'autre. Le cheval, un hongre normalement placide qui avait fait ce trajet 100 fois, avait été découvert 3 kilomètres plus bas, affolé, l'écume aux lèvres, les flancs striés de marques étranges qui ne ressemblaient à aucune blessure connue des vétérinaires consultés. L'animal était mort 2 jours plus tard, refusant toute nourriture, les yeux révulsés de terreur. Puis, en novembre, 2 chasseurs expérimentés de la région de Villefort avaient disparu sans laisser de traces. Henri Blanc et son cousin Paul, des hommes solides dans la force de l'âge, connaissant la montagne comme leur poche, respectant les codes ancestraux de ces hauteurs. Leur famille avait signalé leur absence après 3 jours sans nouvelles,
ce qui était inhabituel pour des hommes aussi méthodiques. Les recherches organisées immédiatement avaient retrouvé leur fusil Vernet-Caron appuyé soigneusement contre un muret de pierre sèche, à exactement 1 kilomètre de Montselgue, comme disposé là, avec soin. Les armes n'avaient pas été utilisées, les cartouchières étaient de pleines, les douilles intactes. Aucune trace de lutte dans les environs. Aucun indice, aucun lambeau de vêtements accroché aux ronces, aucune trace de sang sur le sol gelé. Comme s'il s'était simplement évaporé dans l'air froid de novembre, dissous dans la brume. En décembre, une jeune institutrice fraîchement diplômée de l'école normale d'Aurillac, mademoiselle Claire Dufour, 23 ans, avait été nommée en remplacement au village pour enseigner aux enfants de Montselgue. Son dernier courrier, posté de Lévent 3 jours avant sa prise de fonction, débordait d'enthousiasme juvénile pour ce premier poste, même s'il était isolé et difficile d'accès. Elle décrivait à sa mère, dans une écriture ronde et appliquée, les montagnes qu'elle apercevait depuis la fenêtre de l'auberge où elle avait passé la nuit, la beauté austère et sauvage du paysage cévenol, l'excitation de commencer enfin sa carrière après tant d'années d'études. Elle évoquait les enfants qu'elle allait instruire, son désir de leur ouvrir les portes du savoir. Elle n'était jamais arrivée à l'école de Montselgue. Ou plutôt, selon le témoignage confus et contradictoire d'un berger à moitié sourd qui menait ses bêtes dans les environs, elle y était bien arrivée. Il jurait l'avoir vue descendre de l'autocar devant l'auberge du village, avec sa malle en osier et ses livres soigneusement empaquetés. Mais le lendemain, quand les gendarmes de Villefort étaient venus enquêter sur son absence, signalée par l'inspection académique, l'auberge était fermée, les volets clos comme en plein hiver, et personne ne répondait aux coups répétés frappés à la porte. C'est alors que le préfet, un homme pragmatique peu enclin aux superstitions de ces montagnes reculées, mais conscient de ses responsabilités envers les citoyens de la République, avait ordonné une enquête en bonne et forme avec des moyens appropriés. Marcel Gauthier avait été choisi personnellement pour sa rigueur méthodique, sa réputation de ne jamais abandonner une affaire et son expérience du terrain dans les zones difficiles. Lucien Moreau, 34 ans, célibataire endurci, lecteur assidu de romans policiers et esprit rationnel formé par les Lumières, l'accompagnait en tant qu'adjoint de confiance. Antoine Ferrand, le Benjamin de la brigade de Lévent, avait été inclus sur ordre exprès du commandant qui estimait qu'un jeune homme au regard neuf, non habitué aux routines sclérosantes de l'enquête administrative, pourrait voir ce que des yeux trop expérimentés ne remarqueraient plus, aveuglés par l'habitude. La voiture négocia péniblement un dernier virage serré, les pneus Michelin crissant sur le gravier gelé qui recouvrait la chaussée étroite. Devant eux, après des kilomètres de montée sinueuse, le plateau s'ouvrit brusquement, comme un secret brutalement révélé à des yeux qui n'auraient pas dû le voir. Montselgue apparut dans toute son austérité minérale, sa solitude millénaire. Ce n'était pas vraiment un village au sens où l'entendaient les manuels de géographie administrative ou les statistiques de l'INSEE, plutôt un regroupement organique de maisons de pierre grise, basses, comme si elles cherchaient à se fondre dans le sol, massives avec leurs murs épais d'1 mètre, au toit de lauze sombre qui brillait faiblement sous la brume. Les bâtisses semblaient avoir poussé du sol granitique lui-même, organique et inévitable comme des champignons de pierre. Une église romane, trapue et sombre, dominait l'ensemble de sa silhouette austère et implacable. Son clocher carré se dressait contre le ciel bas, comme un doigt accusateur pointé vers des cieux indifférents. Autour de l'édifice religieux, une dizaine de bâtisses s'organisaient sans logique apparente, sans le plan d'urbanisme rationnel qu'on attendrait même d'un hameau, relié par des chemins de terre battus qui serpentaient entre les affleurements rocheux comme des cicatrices sur une peau ancienne. Au-delà du village, le plateau s'étendait sur plusieurs centaines de mètres jusqu'à une corniche abrupte où la terre semblait simplement cesser d'exister, avalée par un vide brumeux d'où montait parfois le cri lointain et lugubre des corbeaux. Gauthier coupa le moteur. Le silence qui suivit fut absolu, presque surnaturel dans son intensité écrasante. Pas un aboiement de chien de ferme, pas un claquement de porte ou de volet, pas un murmure de voix humaines portant dans l'air froid, pas le meuglement d'une vache ou le bêlement d'une chèvre, pas même le craquement d'une branche morte ou le sifflement caractéristique du vent de montagne. Juste un vide sonore qui semblait absorber même leur respiration, leur battement de cœur. Les 3 hommes descendirent lentement du véhicule,
leurs semelles crissant sur le gravier avec une sonorité qui paraissait obscène, presque blasphématoire dans cette absence totale et anormale de bruit. « C'est mort ici », murmura Antoine, la voix blanche et tremblante, à peine audible même dans ce silence de tombeau. « Un village peut être calme sans être mort », répliqua Gauthier d'un ton qui se voulait rassurant, mais sa voix manquait cruellement de conviction. Même lui, avec toute son expérience, sentait que quelque chose clochait fondamentalement dans ce lieu, quelque chose qui dépassait l'entendement normal. Ils s'approchèrent de la première maison en marchant groupés, instinctivement. C'était une bâtisse de 2 étages aux murs épais, percés de petites fenêtres étroites comme des meurtrières. Les volets étaient fermés hermétiquement. Le bois gris par des décennies d'intempéries, strié de lichens oranges et jaunes qui formaient des motifs presque géométriques. Gauthier frappa à la porte de chêne massif 3 coups secs, réglementaires, le geste automatique et rassurant de 20 années de service dans la gendarmerie. L'écho se répercuta contre les façades de pierre environnantes avec une netteté inhabituelle, puis mourut lentement, sans provoquer aucune réponse. Il frappa à nouveau, plus fort cette fois, faisant trembler le battant de bois dans son cadre de pierre. Toujours rien. Pas un bruit de pas à l'intérieur, pas un murmure, pas même le grincement d'un plancher. Lucien Moreau essaya la poignée de fer rouillée, la tourna doucement. La porte était verrouillée de l'intérieur, solidement, le verrou tiré comme si les occupants avaient voulu se protéger de quelque chose venant de l'extérieur, quelque chose qu'ils redoutaient suffisamment pour s'enfermer ainsi. Ils passèrent méthodiquement à la maison suivante, puis à une autre. Même configuration exactement. Volet clos, porte fermée à clé, silence de tombeau derrière les murs épais. Une 3e maison, une 4e, une 5e. Chaque bâtisse semblait déserte, abandonnée peut-être depuis des jours ou des semaines, et pourtant Gauthier avait l'impression tenace, presque physique, d'être observé par des yeux invisibles. Il levait parfois brusquement la tête vers les fenêtres des étages, certain d'avoir perçu un mouvement furtif, un frémissement de rideau, une ombre se retirant précipitamment de la vitre sale, mais il ne voyait jamais rien de concret. Juste les vitres crasseuses reflétant le ciel gris et la brume qui s'épaississait. « Regardez-là, chef !» souffla Antoine d'une voix tremblante en désignant le sol de terre battu du doigt. Des traces de pas marquaient la surface gelée avec une netteté troublante, fraîche, peut-être de la veille ou de la nuit précédente tout au plus. Des dizaines d'empreintes différentes, hommes, femmes, enfants de tous âges, toutes orientées exactement dans la même direction, convergeant vers un point commun, comme attirées par un aimant invisible. Elles menaient droit vers l'église. Les 3 gendarmes échangèrent un regard lourd de sens et d'inquiétude muette. Gauthier hocha lentement la tête en signe d'assentiment, et ils suivirent les empreintes, marchant en file indienne, la main instinctivement posée sur leurs étuis d'armes réglementaires. L'église Saint-Martin se dressait au centre géométrique exact du hameau, massive et implacable dans sa permanence de pierre millénaire. Son portail roman, orné de sculptures érodées par 7 siècles d'intempéries, représentant des scènes bibliques devenues presque illisibles, semblait une gueule béante ouverte sur des ténèbres primordiales. La porte de bois cloutée de fer, épaisse comme une main d'homme, était entr'ouverte de quelques centimètres. Un souffle d'air froid en sortait par cette ouverture, portant une odeur complexe et dérangeante de pierres humides séculaires, de cire brûlée, et quelque chose d'autre, quelque chose de moins identifiable, presque organique, de légèrement écœurant, qui fit involontairement frissonner Gauthier, malgré son sang-froid habituel. Il poussa le lourd battant de la main gauche, la droite posée sur la crosse rassurante de son revolver de service. La porte grinça longuement, un son plaintif, presque humain comme un gémissement d'agonie, qui résonna sous les voûtes de pierre comme amplifié par l'architecture elle-même. L'intérieur de l'église était plongé dans une pénombre épaisse, presque palpable, que les quelques cierges allumés devant l'autel principal ne parvenaient pas véritablement à dissiper. Des rangées de bancs de bois sombres, usés par des générations et des générations de fidèles, s'alignaient vers le chœur dans un ordre parfait. L'autel, recouvert d'un linge blanc immaculé qui contrastait violemment avec la saleté et la poussière ambiante, portait un crucifix de bronze terni par les siècles, représentant un Christ souffrant avec un réalisme troublant. Et au pied de cet autel, immobile comme une statue de sel biblique, se tenait une silhouette humaine agenouillée. « Monsieur »
appela Gauthier d'une voix forte mais contrôlée en s'avançant prudemment dans la nef centrale, ses pas résonnant sur les dalles de pierre froide. L'homme ne bougea pas d'1 millimètre, ne donna aucun signe d'avoir entendu. Il était parfaitement immobile, mains jointes devant lui dans une attitude de prière intense, tête inclinée vers le sol comme écrasée par un poids invisible. Il portait une veste de laine grossière, rapiécée maladroitement au coude, avec des morceaux de tissu dépareillés, et un pantalon de velours côtelé élimé aux genoux. Ses cheveux gris étaient longs, mal coupés, tombant en mèches sales sur ses épaules voûtées. « Monsieur, nous sommes de la gendarmerie nationale », répéta Gauthier plus fort, sa voix résonnant sous les voûtes. « Nous enquêtons sur des disparitions. Pouvez-vous nous parler ?» Toujours aucune réaction visible. L'homme continuait sa prière muette, ou ce qui semblait en être une. Gauthier s'approcha davantage, posant doucement la main sur l'épaule de l'inconnu dans un geste qui se voulait rassurant. Le contact le fit sursauter violemment. Le corps était froid sous ses doigts, rigide, presque glacé comme si la vie l'avait quitté. L'homme se retourna alors très lentement, avec des mouvements saccadés de marionnettes mal articulées, et les 3 gendarmes reculèrent instinctivement d'un pas, saisis par ce qu'ils voyaient. Le visage était celui d'un vieillard, profondément creusé de rides, qui formaient comme des vallées dans sa chair, la peau parcheminée tendue sur les os comme du cuir séché. Mais ce furent les yeux qui les saisirent, véritablement d'effroi. Des yeux vides, laiteux, où ne brillait aucune conscience humaine, aucune étincelle de vie ou d'intelligence. Les pupilles étaient dilatées au maximum, 2 trous noirs dans l'iris décoloré. Et les lèvres bougeaient, sans arrêt, articulant des mots inaudibles, répétant inlassablement une litanie incompréhensible comme une prière sans fin, mécanique, obsessionnelle. « Monsieur, nous cherchons des personnes disparues dans la région », tenta Lucien Moreau d'une voix qu'il voulait ferme. « Un colporteur, 2 chasseurs, une institutrice. Pouvez-vous nous aider? Les avez-vous vus ?» L'homme continua son murmure ininterrompu, les yeux fixés sur un point invisible dans l'espace, comme s'il ne les voyait pas, comme s'il regardait à travers eux vers quelque chose d'autre. Gauthier se pencha plus près pour tenter de saisir les mots qui sortaient de cette bouche remuant sans cesse. Ce qu'il entendit lui glaça le sang dans les veines. Ce n'était pas du français. Ce n'était pas du patois cévenol ou ardéchois qu'il connaissait vaguement. Ce n'était même pas une langue qu'il pouvait reconnaître, ni latin d'église, ni aucune langue moderne. Une suite de syllabes étranges, gutturales, sifflantes, répétées en boucle, avec une régularité absolument mécanique, inhumaine. « Il est fou », constata Antoine d'une voix tremblante, au bord de la panique. « Il a perdu la raison. Ou il est en état de choc profond », corrigea Gauthier, toujours rationnel. « Un traumatisme peut faire ça à un homme. J'en ai vu pendant la guerre. » Mais il n'en croyait pas un mot. Ce qu'il voyait dépassait le simple choc traumatique. C'était quelque chose d'autre, quelque chose de plus profond, de plus troublant. Ils sortirent de l'église d'un pas rapide, troublés jusqu'au plus profond d'eux-mêmes par cette rencontre. Le jour déclinait déjà rapidement, bien qu'il ne fût guère plus de 3 heures de l'après-midi, selon la montre de Gauthier. À cette altitude, en plein janvier, la nuit tombait vite sur les plateaux cévenols, avalant la lumière avec une rapidité dérangeante. Une neige fine commençait à tomber du ciel plombé. Des flocons lents, presque immobiles dans l'air stagnant, descendant avec une lenteur hypnotique. « Nous devons trouver l'auberge », décida Gauthier en boutonnant son manteau contre le froid qui mordait. « Nous y passerons la nuit et reprendrons les recherches demain matin, à la première heure, avec la lumière. » L'auberge se situait en bordure du village, du côté est, une bâtisse légèrement plus imposante que les autres, avec ses 2 étages et son toit à 4 pans. Une enseigne en fer forgé grinçait doucement au-dessus de la porte d'entrée, malgré l'absence de vent émettant un son plaintif et régulier. Auberge du plateau, chambres et repas. Les volets du rez-de-chaussée étaient ouverts, contrairement à toutes les autres maisons. Une lumière faible et jaunâtre filtrait à travers les vitres sales, poussiéreuses, promesse de chaleur et de vie humaine. Gauthier poussa la porte qui s'ouvrit en grinçant. Une salle commune s'ouvrait devant eux, meublée de tables rustiques en bois massif et de bancs grossièrement équarris. Une cheminée de pierre occupait tout le mur du fond, où crépitait un feu chétif et hésitant qui donnait plus de fumée que de chaleur. Derrière un comptoir de bois sombre verni par les ans, une femme d'une 50aine d'années vêtue de noir levait vers eux un regard méfiant, presque hostile, comme si leur présence était une intrusion inacceptable. « Bonsoir, madame », dit Gauthier,
en ôtant respectueusement son képi. « Nous sommes de la gendarmerie nationale. Nous aurions besoin de 3 chambres pour la nuit, si c'est possible. » La femme ne répondit pas immédiatement. Elle les observait avec une intensité dérangeante, ses yeux noirs les parcourant de la tête aux pieds, comme si elle jaugeait leur âme, pesait leur valeur. Son visage était dur, marqué par les années de solitude et de travail, les lèvres pincées en une ligne sévère. Enfin, après un long moment de silence pesant, elle hocha la tête lentement, presque à regret. 3 chambres, 2e étage, au fond du couloir. 50 sous la nuit par personne, repas du soir compris, paiement d'avance. Sa voix était rauque, usée comme celle de quelqu'un qui ne parle presque jamais, qui a oublié l'usage social de la parole. Gauthier sortit les pièces de monnaie de sa poche et les posa sur le comptoir où elles sonnèrent avec un tintement métallique. La femme les prit sans un mot de remerciement et disparut dans l'arrière-salle d'où montait une odeur de soupe et de lard. Ils entendirent ses pas lourds monter un escalier de bois dont chaque marche gémissait. « Charmant accueil !» ironisa Lucien à voix basse en se frottant les mains près du feu. « On se sent vraiment les bienvenus. » Ils s'installèrent près de la cheminée pour se réchauffer, étendant leurs mains gourdes vers les flammes hésitantes. La chaleur était bienvenue après les heures passées dans le froid mordant. Antoine sortit son carnet réglementaire et son crayon, commença à consigner méthodiquement leurs observations de la journée. Heure d'arrivée, état du village, découverte du vieillard dans l'église. Gauthier fixait les flammes d'un air absent, perdu dans des pensées qu'il n'aurait su formuler clairement. La femme revint après une dizaine de minutes avec 3 écuelles de soupe fumante qu'elle posa devant eux sans un mot, accompagnée de pain noir et de fromage sec. C'était une soupe épaisse presque solide, de légumes d'hiver et de pain rassis, qui sentait bon l'ail et le thym sauvage. Ils mangèrent en silence, trop affamés pour parler. Le goût était bon, réconfortant, rappelant à Gauthier les soupes de son enfance paysanne. « Madame, » finit par dire Gauthier en repoussant son écuelle vide, « nous enquêtons sur plusieurs disparitions qui se sont produites dans la région ces derniers mois. Pouvez-vous nous en parler? Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel ?» La femme qui essuyait méthodiquement des verres derrière son comptoir avec un torchon grisâtre s'immobilisa complètement. Un long moment passa dans un silence tendu. Puis elle posa lentement son torchon, s'approcha de leur table d'une démarche raide. « Vous ne devriez pas être là, » dit-elle simplement d'une voix plate, sans émotion. « Ce n'est pas un endroit pour vous. »« Pourquoi dites-vous cela ?» demanda Lucien en se redressant. « Que se passe-t-il à Montselgue ? Montselgue n'est pas un endroit pour les étrangers qui ne comprennent pas, surtout maintenant, surtout en janvier. Qu'entendez-vous par maintenant? Que se passe-t-il en janvier ?» Elle secoua la tête avec vigueur, refusant catégoriquement d'en dire plus, les lèvres serrées. Gauthier insista, utilisant toute son autorité, mais elle demeura obstinément muette, retournant à ses occupations derrière le comptoir, comme si les gendarmes n'existaient plus, les ignorant complètement. Les chambres étaient spartiates, mais propres. Un lit étroit de fer avec un matelas de paille, une table de nuit bancale, un broc d'eau froide et une cuvette ébréchée. Gauthier s'allongea tout habillé sur le lit, qui grinça sous son poids. Son arme de service posée sur la table à portée immédiate de main. Il n'arrivait pas à trouver le sommeil, malgré la fatigue du voyage. Son esprit tournait en rond, ressassant les événements de la journée. Quelque chose clochait profondément dans ce village. L'absence d'habitants visibles, le vieillard fou dans l'église, cet aubergiste qui semblait les craindre ou craindre pour eux, ce silence oppressant qui pesait sur tout comme une chape de plomb. Et ces disparitions inexpliquées, sans corps, sans indice. Il finit par sombrer dans un sommeil agité, peuplé de rêves confus et troublants, où des silhouettes sans visage précis l'appelaient depuis une brume épaisse, tendant vers lui des mains suppliantes. Il fut brutalement réveillé en sursaut par un cri, un hurlement bref, aigu, étouffé, qui venait de l'extérieur de l'auberge. Il bondit du lit, le cœur battant, saisit son arme et se précipita dans le couloir sombre. Lucien et Antoine en faisaient autant, hagards, encore embrumés par le sommeil arraché trop vite. Ils dévalèrent l'escalier qui craqua dangereusement sous leurs pas précipités et sortirent dans la nuit glaciale. La neige tombait plus drue maintenant, recouvrant le village d'un linceul blanc qui brillait faiblement. La lune, presque pleine, avait percé les nuages et donnait au paysage une luminosité spectrale, irréelle, qui transformait chaque ombre en menace potentielle. Et partout, dans toutes les directions, des traces de pas fraîches. Des dizaines et des dizaines de traces
partant de chaque maison du village, convergeant toutes vers le même point exact. La corniche, au bout du plateau, là où la terre s'interrompait au-dessus du vide. « Qu'est-ce que » commença Antoine d'une voix étranglée. « Suivez-moi » ordonna Gauthier sèchement. « Restez groupés et vigilants. » Ils suivirent les traces multiples, marchant rapidement dans la neige qui leur montait déjà jusqu'aux chevilles et ralentissait leur progression. Le froid mordait cruellement leurs visages mal protégés. Leur souffle formait des nuages épais de vapeur blanche. Les empreintes étaient nettes, précises, laissées il y a quelques minutes tout au plus. Pieds nus pour certaines, chaussures pour d'autres, grandes et petites, hommes, femmes, enfants, toutes marchant dans la même direction comme guidées par une volonté unique. Ils atteignirent à la corniche après 10 minutes de marche difficile. Le bord du plateau, abrupt, où la terre s'interrompait brutalement au-dessus d'un gouffre de 500 mètres, au fond duquel on devinait à peine, dans la nuit, les formes sombres des arbres. Les traces menaient jusqu'au bord exact du précipice. « Mon Dieu !» murmura Lucien en se signant machinalement. Gauthier s'agenouilla dans la neige, examinant minutieusement les empreintes à la lumière de sa torche électrique. Elles ne contournèrent pas le bord du gouffre. Elles n'obliquaient pas vers la gauche ou la droite. Elles continuaient tout droit jusqu'au vide et cessèrent brusquement au bord même du précipice. « Ils ont sauté !» souffla Antoine, la voix blanche d'horreur. « Ils ont tous sauté dans le vide. Tous. C'est impossible !» répliqua Gauthier. Mais il savait que ce qu'il voyait de ses propres yeux ne mentait pas. Un son leur parvint alors, porté par le vent qui s'était brusquement levé. Un chant. Une mélopée étrange, désaccordée, dissonante venant du village derrière eux. Ils se retournèrent d'un bloc. À travers le rideau de neige qui tombait maintenant en rafale, ils distinguèrent des lumières qui s'allumaient une à une aux fenêtres des maisons qui avaient été fermées tout le jour. Des silhouettes se mouvaient derrière les vitres, ombres chinoises projetées par la lumière des lampes à huile. Le village était vide, dit Lucien d'une voix incrédule. Il y a quelques heures, toutes ces maisons étaient vides. Retournons immédiatement, ordonna Gauthier en dégainant son revolver. Ils revinrent en courant vers le hameau, les poumons brûlant dans l'air glacé. Les portes des maisons s'ouvraient maintenant les unes après les autres, et des habitants en sortaient lentement. Des dizaines de personnes, hommes en blouse noire, femmes en robes sombres, enfants en chemise de nuit, tous vêtus de noir ou de gris, qui convergèrent vers l'église dans une procession silencieuse. Leurs visages étaient pâles, cireux, leurs yeux fixes et vides, leurs lèvres articulant toutes le même chant incompréhensible dans une synchronisation parfaite qui n'avait rien d'humain. Les 3 gendarmes se frayèrent un passage dans cette procession de somnambules. Personne ne semblait les voir ou les remarquer. Ils marchaient comme des automates, le regard vide fixé droit devant, les gestes mécaniques répétant inlassablement leur litanie étrange. L'église était désormais illuminée de centaines de cierges qui n'étaient pas là quelques heures plus tôt. La foule s'entassait à l'intérieur, debout, serrée, immobile, continuant ce chant qui résonnait maintenant sous les voûtes de pierre dans une cacophonie assourdissante. Le vieillard qu'ils avaient vu plus tôt se tenait maintenant debout devant l'autel, les bras levés vers le crucifix, la bouche grande ouverte sur un cri silencieux, les yeux révulsés, ne montrant que le blanc. « On s'en va !» décida Gauthier d'une voix ferme. « Tout de suite. Cette affaire nous dépasse. » Ils rebroussèrent chemin en courant vers l'auberge où ils avaient laissé leur voiture garée. Mais quand ils arrivèrent à l'endroit exact où Gauthier l'avait stationné ce matin même, il n'y avait plus rien. Juste un espace vide dans la neige, même pas de traces de pneus, comme si la Citroën n'avait jamais existé. « Elle était là !» cria Antoine au bord de la crise de nerfs. « Elle était juste là, j'ai vérifié moi-même !» Gauthier sentit pour la première fois la peur véritable l'envahir, cette terreur primitive qu'aucun entraînement militaire ne peut vraiment effacer. Ils étaient piégés. Isolés à plus de 20 kilomètres du village le plus proche, sans véhicule, en pleine nuit d'hiver, au cœur d'un lieu qui semblait avoir basculé dans une réalité cauchemardesque. « La route !» dit-il en maîtrisant sa voix à grand-peine. « On suit la route à pied. On marche sans s'arrêter jusqu'à ce qu'on trouve de l'aide. On ne peut pas rester ici. » Ils s'élancèrent sur le chemin pierreux par lequel ils étaient arrivés le matin même. La neige rendait la progression extrêmement difficile, ralentissait chaque pas. Le vent hurlait maintenant autour d'eux, soulevant des tourbillons blancs aveuglants qui leur fouettèrent le visage comme des coups de fouet. Derrière eux, dans le village,
Le chant continuait de plus en plus fort, de plus en plus aigu, montant vers des fréquences presque insupportables pour l'oreille humaine. Ils marchèrent pendant ce qui leur sembla des heures interminables, trébuchant sur les pierres cachées, glissant dans la neige accumulée. Mais quelque chose n'allait pas, quelque chose de fondamentalement impossible. Le paysage se répétait avec exactitude, les mêmes chaos granitiques, exactement aux mêmes endroits. Les mêmes arbres tordus dans les mêmes positions, comme s'ils tournaient en rond malgré le fait qu'ils marchaient en ligne droite. « C'est impossible !» haleta Lucien, le souffle court. « Nous allons tout droit depuis 20 minutes. » Gauthier sortit sa boussole de poche, celle qu'il avait accompagnée pendant la guerre. L'aiguille tournait follement dans tous les sens, incapable de se fixer sur le nord magnétique. Il la secoua vigoureusement, la tapota contre sa paume. Rien ne changeait. L'instrument était devenu complètement inutile, comme si les lois mêmes de la physique ne s'appliquaient plus ici. Un rire leur parvint alors dans le vent. Un rire d'enfant, cristallin, incongruent et déplacé dans ce décor cauchemardesque. Ils se retournèrent tous les trois d'un bloc. Une petite fille se tenait au milieu du chemin enneigé, vêtue d'une simple robe blanche qui contrastait violemment avec la neige. Elle ne semblait pas avoir froid malgré l'absence de manteau. Elle ne pouvait avoir plus de 8 ou 9 ans. Ses cheveux blonds tombaient sur ses épaules en boucles parfaites. Elle souriait d'un sourire trop large. « Vous êtes perdus, messieurs ?» demanda-t-elle d'une voix douce et mélodieuse. « Qui es-tu, petite ?» demanda Gauthier en s'approchant prudemment. « Que fais-tu dehors par ce froid ? Je m'appelle Mathilde. Je connais bien le chemin. Je peux vous montrer. » « Le chemin pour sortir d'ici, pour quitter Montselgue ?» Elle hocha vigoureusement la tête, son sourire s'élargissant encore. « Oui, monsieur, suivez-moi. Je vais vous montrer. » Elle se mit à marcher d'un pas léger, semblant flotter au-dessus de la neige sans laisser d'empreinte. Les trois hommes échangèrent un regard incertain, chargé de doute. Gauthier serra la crosse de son arme. Ils n'avaient pas vraiment le choix. Ils la suivirent dans la nuit. La fillette les mena à travers le plateau enneigé, empruntant des sentiers étroits qu'ils n'avaient pas remarqués auparavant. Elle chantonnait doucement une comptine enfantine que Gauthier reconnut vaguement de sa propre enfance. Quelque chose à propos d'une ronde et d'un pont qui s'effondre. Après un temps impossible à évaluer, ils arrivèrent devant une petite maison isolée qu'ils n'avaient pas vue lors de leur exploration du village. Elle était à demi enfouie dans un bosquet de hêtres squelettiques aux branches tordues. La porte était grande ouverte malgré le froid. Une lumière chaude et accueillante en sortait, promesse de chaleur et de réconfort. « Entrez !» dit Mathilde de sa voix douce. « Il fait très froid dehors. Vous devez vous réchauffer avant de continuer. » Tous les instincts de Gauthier lui crièrent de fuir, de ne pas entrer. Mais le froid était si mordant et ils étaient si épuisés par cette marche sans fin. Il poussa la porte prudemment. L'intérieur était étonnamment accueillant et propre. Un grand feu ronflait joyeusement dans une large cheminée de pierre. Des meubles rustiques mais bien entretenus meublèrent la pièce unique avec goût. Une table était dressée avec 3 couverts impeccables, comme si quelqu'un les attendait depuis toujours. « Asseyez-vous, messieurs, » dit la fillette. « Vous devez manger pour reprendre des forces. » Sur la table, 3 écuelles fumantes attendaient, dégageant une odeur alléchante, le même potage qu'à l'auberge. Antoine, affamé et gelé, s'approcha machinalement, tendit la main vers une cuillère en bois. « Non !» cria soudain Gauthier, en repoussant violemment son bras. « Ne touchez à rien, n'avalez rien !» Il avait enfin compris les vieux contes et légendes que sa grand-mère Sévenole lui racontait enfant remontant à sa mémoire. Ne jamais accepter la nourriture des esprits, ne jamais manger dans la maison des morts. Ceux qui mangent restent à jamais. La fillette pencha lentement la tête sur le côté, son sourire se figeant progressivement. « Vous ne voulez pas manger notre nourriture. Qui es-tu vraiment ?» demanda Gauthier d'une voix ferme, la main sur son arme. « Dis-nous la vérité. Je vous l'ai dit, monsieur, je suis Mathilde. » « Mathilde comment? Quel est ton nom de famille ?»« Mathilde Ferrand, monsieur. » Antoine devint livide, le sang se retirant instantanément de son visage. « C'était le nom de famille de ma grand-mère maternelle, » murmura-t-il d'une voix étranglée. « Elle s'appelait Mathilde Ferrand. Elle est morte il y a 50 ans, en 1883, enfant, dans un village des Cévennes. On ne m'a jamais dit comment. » La fillette éclata d'un rire strident, un rire qui n'avait plus rien d'enfantin aigu et déchirant comme du verre brisé. Autour d'eux, la pièce se transforma sous leurs yeux horrifiés. Les meubles se couvrirent d'une épaisse couche de poussière grise. Les murs se lézardèrent, des fissures apparaissant et se propageant. Le feu s'éteignit brutalement, ne laissant que des cendres froides et mortes.
et la nourriture sur la table se décomposa en quelques secondes, devenant une bouillie verdâtre et nauséabonde, grouillante de verre blanc. Les 3 hommes reculèrent, horrifiés jusqu'à la nausée. La fillette, ou ce qui avait pris son apparence, se tenait maintenant entre eux et la seule sortie. Son visage se creusait, vieillissait à vue d'œil, la peau se tendant sur les os comme du parchemin. Ses yeux devinrent complètement noirs. 2 puits sans fond qui semblaient absorber la lumière. « Vous ne partirez pas », siffla-t-elle d'une voix qui n'était plus du tout celle d'une enfant. « Personne ne part jamais de Montselgue. Le village garde ses hôtes. Il a besoin de vous. » Gauthier dégaina son revolver d'un geste vif et tira 2 fois. Les détonations furent assourdissantes dans l'espace confiné, faisant vibrer les vitres. Mais les balles traversèrent la silhouette sans rencontrer de résistance, comme si elle n'était que fumée et ombre. La créature se mit à rire de nouveau, un rire dément. « Courez !» hurla Gauthier à ses hommes. Ils se précipitèrent vers une fenêtre, la brisèrent d'un coup de coude et sautèrent dans la nuit glacée. Ils coururent sans regarder derrière eux, trébuchant dans la neige profonde, les poumons en feu, le cœur battant à se rompre. Des voix les poursuivaient, des dizaines de voix mêlées, criant, hurlant, suppliant dans cette langue étrange. Ils débouchèrent sur la place centrale du village. Toute la population était là, formant un cercle parfait autour de l'espace vide, ses visages pâles comme la mort, ses yeux morts et fixes. Et au centre du cercle, le vieillard de l'église qui tendait vers eux une main décharnée. « Vous êtes venus enquêter sur les disparitions », dit-il d'une voix caverneuse qui semblait venir des profondeurs de la terre. « Vous voulez savoir ce qui est arrivé au colporteur Mercier, au chasseur blanc, à l'institutrice Dufour ?» Il désigna lentement la foule silencieuse qui les entourait. « Ils sont là, tous là, parmi nous, comme nous tous, comme vous allez l'être bientôt. »« Que voulez-vous de nous ?» cria Lucien, la voix brisée par la terreur. « Ce n'est pas ce que nous voulons, c'est ce que Montselgue veut, ce que le village exige. Depuis des siècles, il se nourrit de ceux qui viennent, de ceux qui restent, de ceux qui osent fouiller ses secrets. Il grandit, s'étend, prend racine dans les âmes. Vous pensez que nous sommes morts? Non, messieurs les gendarmes, nous sommes plus que vivants. Nous sommes éternels, et vous le serez aussi. Vous ferez partie de nous pour toujours. » La foule se resserra autour d'eux comme un étau vivant. Des mains se tendirent, glacées, essayant de les saisir, de les toucher. Gauthier vida le chargeur complet de son arme dans la masse compacte des corps qui avançaient. Les balles ne produisaient aucun effet visible. Les silhouettes continuaient d'avancer, inexorables, implacables. « L'église !» cria soudain Antoine. « Le crucifix. Il y avait une inscription. Il doit y avoir un moyen. » Il fendira la foule de force, frappant, repoussant ces corps froids qui cherchaient à les retenir avec une force surhumaine. Antoine utilisa sa matraque, Lucien son poing, Gauthier ses dernières forces. Ils atteignirent le porche de l'église et se précipitèrent à l'intérieur, claquant la lourde porte derrière eux et la barrant avec la poutre de bois. Le silence tomba immédiatement, absolu. Dehors, la foule s'était tue complètement. Plus aucun bruit de l'extérieur ne pénétrait. Gauthier s'adossa à la porte, haletant douloureusement. Lucien s'était effondré sur un banc, tremblant de tous. Le silence tomba immédiatement, absolu. Dehors, la foule s'était tue complètement. Plus aucun bruit de l'extérieur ne pénétrait. Gauthier s'adossa à la porte, haletant douloureusement. Lucien s'était effondré sur un banc, tremblant de tous ses membres. Antoine, les yeux écarquillés d'horreur, fixait l'autel. « Il y a quelque chose, » murmura-t-il. « Regardez, sous l'autel. » Une dalle de pierre se distinguait des autres par sa couleur plus sombre. Elle portait une inscription en latin, à demi effacée par les siècles. « Hic jacet malum, non apérir. Ici gît le mal, ne pas ouvrir. » Une tombe, suggéra Lucien d'une voix tremblante. « Ou une prison, » répliqua Gauthier. Ils tentèrent de soulever la dalle. Elle était lourde, massive, mais céda après de longs efforts qui les laissèrent épuisés. En dessous s'ouvrait un escalier étroit, plongeant dans une obscurité totale. Une odeur de terre humide et de moisie montait des profondeurs, accompagnée d'un murmure constant comme des voix lointaines. « Nous n'avons pas le choix, » dit Gauthier en prenant un cierge. Ils descendirent, éclairant leur chemin avec les flammes tremblantes. L'escalier s'enfonçait profondément sous l'église, bien plus bas que ne le permettait la logique. Les murs suintaient d'humidité, des inscriptions couvraient de la pierre, dans cette langue étrange qu'ils avaient entendue. Enfin, ils débouchèrent dans une salle circulaire. Au centre, un puits.
Un puits sans margelle, simplement un trou béant dans le sol, d'où montait ce murmure incessant. Des voix, des centaines de voix se superposant, créant une cacophonie insupportable. « C'est de là que ça vient, » souffla Antoine. « L'origine de tout. » Gauthier s'approcha prudemment. Les ténèbres du puits semblaient vivantes, ondulant comme de l'eau noire, et dans ces ténèbres, des formes grimpaient lentement. « Il faut sceller ça, » dit Lucien, « refermer définitivement. » Antoine regardait les murs. D'autres inscriptions plus récentes, des dates 1247, 1389, 1562, 1671, 1788, 1821, 1899, et à chaque date, des noms, des dizaines de noms. Ce sont tous ceux qui ont essayé, comprit-il. Tous ont échoué. Gauthier remonta en courant. Le crucifix sur l'autel portait une inscription qu'il avait remarquée plus tôt. « Sanguis vinci tenebras ». Le sang vainque les ténèbres. Un sacrifice, murmura Antoine qui l'avait suivi. Il faut du sang. Non, refusa Gauthier catégoriquement. Mais Lucien, resté en bas, avait compris. Quand ils redescendirent, il s'était déjà entaillé profondément le poignet avec son couteau. Non, cria Gauthier. Mais Lucien souriait calmement. Quelqu'un doit rester. Quelqu'un doit garder la porte. Courez maintenant, pendant que le cercle tient. Son sang traçait un cercle parfait autour du puits. Les voix hurlèrent, le sol trembla. « Partez !» ordonna Lucien. Gauthier et Antoine coururent, le cœur brisé. Dehors, l'aube pointait, la foule s'était évaporée, et miraculeusement, leur voiture était là, intacte. Ils roulèrent sans s'arrêter jusqu'à les vannes. Le rapport de Gauthier recommanda la fermeture de Montselgue. Le dossier fut classé secret. Gauthier ne retourna jamais en Ardèche. Il mourut en 1957, hanté jusqu'au bout. Antoine entra dans les ordres, passant sa vie en prière. Quant à Montselgue, le village existe toujours. Officiellement 86 habitants, mais personne ne les a jamais vus. Et parfois, les nuits sans lune, un chant monte des pierres grises, un chant qui attend, qui a faim. Car à Montselgue, nul ne revient jamais. Fin.